Eh bien, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui des questions environnementales et comment j'ai essayé du mieux que j'ai pu de faire face à ces enjeux. Alors, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu faire le déplacement aujourd'hui pour échanger avec vous lors de cette fabrique de l'ergonomie 2020. En même temps, c'est tout à fait raccord avec le sujet puisque c'est toujours 10 kg de carbone qui ne sont pas rejetés dans l'atmosphère. Alors commençons par un bilan de l'action de l'homme. Donc vous savez sûrement qu'on est dans ce que les scientifiques ont qualifié d'anthropocène, donc d'une action massive de l'homme sur le climat et sur bien d'autres facteurs d'ailleurs, hein, à ne pas oublier. On est aujourd'hui face à une extinction massive des espèces. On est sur la sixième extinction de masse, avec des populations de vertébrés qui ont diminué de 58% entre 1970 et 2012, avec des prévisions pour 2020 qui est une réduction de 67% de ces populations. Donc on parle du nombre d'individus. Hein. Donc il y a dans les forêts, dans les prés, dans les champs, dans les montagnes, euh, deux tiers de moins d'animaux qu'il y a 50 ans. Donc à l'échelle de ma vie, j'ai vu disparaître l'ensemble de ces animaux. L'espèce humaine est également victime de ces désordres. On connaît les problématiques qui sont liées aux réfugiés climatiques, aux guerres de l'eau, à l'ensemble des problématiques de santé liées à la pollution et bien d'autres maux qui frappent l'humanité actuellement qui sont liés à l'action humaine sur l'environnement. Action humaine sur l'environnement qui est connue, hein, déforestation, l'usage massif du plastique, l'usage massif des phytosanitaires, l'usage massif des gaz à effet de serre et qui provoque un réchauffement climatique et bien d'autres facteurs qui font qu'aujourd'hui, le jour du dépassement, donc le jour où la- toutes les ressources produites en un an par un environnement ont été consommées, donc le jour du dépassement est début mai en France et début août sur la Terre. Ce qui veut dire que début août, on a consommé l'ensemble des ressources que la Terre est capable de renouveler. Donc tout ce qui est consommé en plus, bah, ça abîme, dégrade de manière irrémédiable l'environnement. Donc le bilan est net, clair, euh, et nécessite d'agir, d'autant plus que je sais moi-même participer à cette destruction majeure du fait de mon activité professionnelle et puis également de tout ce que je peux faire dans ma vie personnelle. Alors, j'ai la chance d'habiter un pays où le président de la République est champion de la Terre, si j'en crois l'ONU. Euh, j'ai pourtant la conviction qu'il n'y a pas grand-chose à atteindre de nos dirigeants aujourd'hui. Pour m'en convaincre, j'ai fait un relevé pendant plusieurs mois des actions contre l'environnement du gouvernement de notre champion de la Terre. C'est tout à fait affligeant. Elles sont nombreuses, massives et avec des impacts considérables. Et donc, je suis arrivé à la conviction aujourd'hui qu'il n'y a strictement rien à attendre de nos dirigeants, en tout cas pas de la majorité actuelle et non plus de beaucoup d'autres partis politiques. Donc, je me suis mis en marche pour modifier mon activité en premier lieu. Alors, l'activité de consultant, c'est une activité qui recourt massivement au transport, puisqu'on est amené à se déplacer dans l'ensemble du territoire, hein. Et puis, vous donner un exemple sur une mission que a obtenue en fin d'année avec mon collègue Gaëtan Bourmeau. Donc, c'est une mission en Bretagne, et vous l'apprenez maintenant, j'habite en Alsace. Donc, c'est assez difficile d'être en cohérence avec ses convictions et puis avec le bilan que j'ai pu faire en introduction de cette présentation quand on doit intervenir aussi loin. Alors rien que pour aller de Rennes à Bréant, notre lieu d'intervention, c'est 52 kilos qui sont rejetés dans l'atmosphère. Alors, si j'avais choisi l'avion, j'aurais un vol de 4 heures aller-retour, mais j'aurais en, comment dire, émis une demi-tonne de CO2, puis j'aurais dû y mettre 20 kilos de CO2 pour me rapprocher de l'aéroport.
Pour un trajet totalement en voiture, on est à peu près également à une demi-tonne de CO2 pour l'aller-retour. Et puis pour un trajet en train, si le train est plein, ben, on est seulement à 4,4 kg de CO2. Le trajet est plus long avec un changement à Paris qui est plus important puisque quand on prend l'avion, on change dans le même aéroport. Et puis il y a un rapprochement qui est également à plus faible émission parce que j'ai la chance d'avoir une gare pas trop loin de mon domicile. Bon. Donc le choix dans mon activité est clair depuis maintenant quelques années. Hein, donc une faible utilisation de l'automobile, la plus faible possible. Je n'utilise quasiment plus les taxis. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris un taxi. Mais je sais que si j'étais contraint de le faire, je le ferais encore, évidemment. Et par contre, un rejet complet de l'avion. Au profit du train, quelles que soient les contraintes que ça peut apporter. Je suis dernièrement allé à Monaco pour une intervention. J'aurais pu atterrir à Nice, me faciliter énormément les trajets. J'ai choisi de prendre le train. Et donc, un train qui longe toute la côte d'Azur pour aller jusqu'à Monaco. Ça a explosé mon temps de transport, mais je suis resté en cohérence avec l'axe que je m'étais fixé. Alors, on pourrait se dire aujourd'hui, j'aurais pu refuser cette mission à Monaco, comme j'aurais pu refuser cette mission en Bretagne, mais je ne suis pas en mesure de le faire. Nous avons déjà refusé des missions avec mon collègue, parce qu'on ne se sentait pas compétent pour la faire, parce qu'on s'est estimé que la situation n'était pas propice. Par exemple à cause de conflits très très importants dans l'entreprise ou l'institution, parce qu'on avait une suspicion qu'on allait servir d'alibi à des décisions qui avaient déjà été prises, hein, ou pour parfois d'autres raisons. Mais au jour d'aujourd'hui, on le voit, on n'est pas encore en mesure de refuser des missions parce que ça va trop polluer. Par contre, on est en mesure d'agir sur notre activité, et donc en premier lieu sur les transports, dans l'organisation même de la mission, dans le nombre d'allers-retours qu'on prévoit de faire sur site, dès la proposition d'intervention, afin de diminuer notre impact. Alors l'autre volet que nous avons essayé de développer avec Gaëtan, c'est de développer une nouvelle marque qu'on a appelée Chrysalide, qui vise à utiliser l'ergonomie pour favoriser le développement des individus et des organisations, en prenant en compte les enjeux environnementaux. Nous avons eu l'occasion de travailler dans des dispositifs locaux d'accompagnement, essentiellement Gaëtan, peut-être qu'il vous en parlera, donc les DLA. Alors ça permet de soutenir des associations, ces DLA, c'est des financements pour des actions auprès des associations, des actions de conseil auprès des associations. Il faut savoir que c'est assez peu rémunérateur au vu du temps que l'on passe pour réaliser les missions qui nous sont demandées. Et puis aujourd'hui, on est toujours en prospection sur Chrysalide, donc à la recherche de missions, d'intervention sur cette entité. Mais on est face à une difficulté, c'est que contrairement aux troubles musculo-squelettiques, voire aux risques psychosociaux, les ergonomes sont peu identifiés sur ce sujet, voire pas identifiés sur ces sujets. Autre volet important de la prise en compte des enjeux environnementaux, les travaux de recherche que j'ai pu mener, et puis comment moi-même j'ai pu évoluer. Alors vous savez peut-être que l'objectif 8 en termes de développement durable des Nations Unies est l'amélioration des conditions de travail, donc un travail décent pour tous. Donc ça, c'est, on va dire, le b.a.-ba des objectifs des ergonomes, le b.a.-ba du travail des ergonomes. Donc déjà, on contribue en tant qu'ergonome à cet objectif des Nations Unies, même si je ne pense pas qu'on contribue à promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable. Ça, c'est un sujet autrement plus compliqué, que je ne vais pas aborder maintenant. Moi, je vais vous parler d'un autre sujet auquel les ergonomes peuvent contribuer, auquel je me suis intéressé avec une perspective de recherche. Alors, quand on s'intéresse aux enjeux environnementaux et au développement durable, on peut être amené à s'intéresser à la permaculture, qui est un processus de conception. Alors, on le connaît comme une forme d'agriculture, mais c'est avant tout un processus de conception qui s'applique à tout type de conception. On le voit là sur la fleur de la permaculture, et qui va nécessiter d'appliquer un certain nombre de principes de la même façon, quelle que soit la sphère. Et
puis on voit que la permaculture, bah, elle traite de la question de la gouvernance, hein, donc de l'organisation du travail, de l'organisation de la prise de décision dans les structures. J'ai retrouvé ce même sujet dans l'ouvrage L'économie symbiotique d'Isabelle Delannoy. Donc c'est un ouvrage qui explique comment l'homme peut arriver à développer une économie qui soit en symbiose avec le vivant, en respectant là 6 principes que je vous ai mis à gauche: l'utilisation du vivant, évidemment que ce soit une activité non polluante, développer la collaboration et les coopérations, développer la diversité, la proximité, la densité, la parcimonie. Et puis ces principes, ils vont s'appliquer autant au vivant qu'aux ressources produites qu'à l'activité humaine, avec une organisation fractale où les mêmes principes s'appliquent à tous les niveaux de l'organisation pour que celle-ci soit le plus favorable au milieu naturel et donc pour développer l'économie symbiotique. Et donc quand on l'applique à l'organisation humaine, bah, selon Isabelle Delannoy, ça interroge directement la gouvernance partagée. Et par exemple, elle va citer la question des coopératives, l'autre problématique qui est celle des entreprises libérées, dont je vais revenir après, ou les entreprises qui sont organisées dans le secteur Bicorp sur des enjeux environnementaux. Donc pourquoi, pour le dire plus simplement, pourquoi il y a une importance de traiter la question de la gouvernance pour pouvoir répondre à des enjeux environnementaux? Je vais vous l'expliquer assez simplement en utilisant le négatif. Quand vous avez une entreprise mondialisée qui va produire massivement en Chine un objet qui va être le même et qui va être donné dans le monde entier, on voit que cet objet-là ne répond pas à des besoins locaux, à des enjeux locaux, et que les personnes qui sont impactées par la pollution qui va être générée en Chine ne sont pas celles qui vont utiliser le téléphone. Donc il y a vraiment une nécessité que des solutions locales soient trouvées et donc que la décision soit locale. Alors je vous ai parlé de l'entreprise libérée. C'est une forme de gouvernance partagée qui a émergé il y a quelques années. Alors je m'y suis intéressé de manière assez approfondie. Alors j'ai commencé déjà à m'intéresser à ma propre coopérative d'activité d'emploi qui est Copilote, qui porte notre activité à Gaëtan et moi-même pour comprendre ce qu'il en était de la question de la gouvernance. Je me suis rapproché de la commission ergonomie et développement durable de la PEJ pour être en contact avec les scientifiques. Je vous rappelle que je suis consultant et c'est toujours intéressant d'avoir des contacts avec le milieu de la recherche pour avoir des retours sur le travail que je peux modestement réaliser, n'appartenant à aucun laboratoire. Et puis j'ai réalisé un travail plus approfondi dans une entreprise libérée de Strasbourg, donc là en l'occurrence pas trop loin de chez moi, qui m'a conduit à vraiment avancer dans la compréhension de ce que c'est qu'une entreprise libérée. Et j'ai pu communiquer tout ce que j'en avais compris au congrès ADO de 2018 et puis à l'IEA, au congrès international d'ergonomie de 2018 à Florence, et également dans un ouvrage collectif de Laurent Carsanti qui est sorti l'année dernière sur l'entreprise libérée, qui interroge ce type d'organisation. Et moi, j'ai appliqué une grille de lecture qui est celle de l'environnement capacitant de Pierre Falzon pour arriver à comprendre ce qu'elle pouvait apporter et ce qu'elle n'apportait pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'apporte pas. J'ai également, au congrès de la CEF 2019, pu participer à une table ronde de la même façon à distance et puis parler de l'intervention comme je l'ai fait dans le début de cette présentation. Alors, la question de l'entreprise libérée, la gouvernance partagée, ou des environnements capacitants, arrive souvent sur la problématique de, certes, on va dire, il faut qu'on puisse parler du travail, il faut des espaces de débat sur le travail. Donc l'entreprise libérée postule qu'il n'y a plus de hiérarchie, puis que les salariés s'auto-organisent, mais sans dire comment. Puis quand on dit qu'il faut des espaces de débat sur le travail, souvent on ne sait pas comment ces espaces de débat sur le travail doivent être organisés. Débattre sur le travail, ça ne va pas de soi, il ne suffit pas de mettre les gens autour de la table pour que ça fonctionne et puis qu'ils soient en capacité d'échanger, ça s'organise. C'est pour ça que je suis allé vraiment me former sur les questions de la gouvernance partagée, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ont réfléchi sur ce sujet-là depuis très longtemps.
Alors moi, je me suis formé auprès de l'université du Nou, hein, qui développe un modèle qui est le modèle attribusien, qui est un modèle d'aspiration sociocratique et qui est un modèle qui vise à organiser en cercle de décision l'ensemble d'une grande structure à plat, donc une structure non pyramidale, et d'organiser la décision et la prise de décision au sein des différents cercles. Je ne vous en dis pas plus ici parce que je ne vais pas avoir le temps sinon, mais ça m'a permis d'avoir un certain nombre d'outils à ma disposition pour que moi-même je puisse organiser des débats sur le travail au sein des organisations avec lesquelles j'interviens. Et puis deuxième volet de ma formation, c'est un volet sur la communication non violente, hein, parce que c'est pas le tout d'avoir organisé la structure, la gouvernance partagée, mais si les individus ne savent pas rentrer en contact avec l'autre, bah, ils sont en grande difficulté pour pouvoir eux-mêmes s'inscrire dans ces débats. Et donc, la communication non violente est très précieuse de ce point de vue-là, puisqu'elle nécessite de remettre en cause énormément d'habitudes de communication. Donc une évolution de la structure, une évolution de soi-même, hein, pour que ces espaces de débat sur le travail soient possibles, et donc que la gouvernance partagée soit possible, et donc que des décisions locales soient possibles. Alors j'ai fait évoluer mes enseignements sur le même ordre d'idées. Comment arriver à intégrer les enjeux environnementaux. Donc j'enseigne RG 105 au CNAM, c'est qui est un cours d'introduction à l'ergonomie. Donc là, j'ai un chapitre maintenant sur les liens entre ergonomie et enjeux environnementaux qui reprend une partie de ce que je vous ai dit ici, et puis bien d'autres choses. Et puis également en RG 220, qui est un cours sur la conception et en particulier la réalisation d'une proposition d'intervention ergonomique. J'ai timidement intégré là en 2019, je suis un petit peu plus radical l'année prochaine, donc j'ai timidement intégré les enjeux environnementaux à la construction de l'intervention, donc en demandant aux auditeurs d'intégrer ces enjeux et puis arriver à les vendre aux clients, parce que évidemment une intervention qui intègre les enjeux environnementaux, c'est une intervention qui est réalisée avec des contraintes supplémentaires. Voilà, alors en conclusion, je vous dirais simplement que je fais le constat que tous ces changements sont lents. Ma contribution elle est extrêmement modeste, sûrement pas à la hauteur des problèmes environnementaux. Alors, évidemment, je tente d'évoluer comme beaucoup au sein de ma vie personnelle, et puis je vous expliquer comment j'y arrivé au sein de ma vie professionnelle. Alors j'ai la conviction que ce n'est pas fini, hein, les démarches que je vais pouvoir entreprendre vont continuer, et puis j'espère qu'elles seront relayées à un niveau supérieur le plus rapidement possible, même si je me fais peu d'illusions là-dessus aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente table ronde, et je souhaite également une bonne fabrique de l'ergonomie dans sa globalité. Au revoir.